ces cadres, donc la personne d'Isaac Akili Biamungu sera sur ce plateau pour nous en dire plus sans plus tarder. Nous recevons sur ce plateau, comme je l'ai dit tantôt, Justin Bitakwira, chef de file de l'opposition, qui m'a déjà rejoint sur ce plateau. Bonsoir. L'opposition citoyenne, sans doute. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que, Justin Bitakwira, est-ce que vous continuez toujours, jusqu'à l'heure actuelle, à croire au dialogue? Oui, je crois que non seulement qu'on croit au dialogue, mais le dialogue c'est fixe. Le dialogue c'est fixe. Certainement, vous savez, c'est au vol d'avion qu'il y a turbulence, à la descente c'est la même chose. Donc je crois que, et moi je le dis, nous, opposition citoyenne, nous ne sommes pas des kabylistes, nous ne demandons pas le dialogue pour aller chanter à la gloire du président Kabila dans ce dialogue, mais nous y allons pour apporter le minimum de ce que nous pouvons pour que ce pays rentre sur le rail. Parce que ce pays, quand vous suivez les uns et les autres, on commence à le confondre à la tour de Babel, ça je vous dis, à la tour de Babel. Heureusement quand même que hier j'ai suivi la mise au point du procureur général de la République, qui effectivement semblait nous dire tous, opérateurs politiques, que c'était déjà de trop. De la manière que chacun commençait à interpréter la Constitution à sa manière. Et je crois que sa mise au point doit nous avoir un tout petit peu alertés pour que personne ne déborde dans les déclarations politiques, croyant que la liberté, il faut la confondre au libertinage. Apparemment, Justin Bitakwira, la position de l'UDPS inquiète certains opposants pro-dialogue. Non, je dois dire d'abord que l'UDPS sache que toute la classe politique d'aujourd'hui, c'est sa sémence. Moi-même, je suis un produit de l'UDPS. J'ai adhéré à l'UDPS en 1983, donc 1 an après sa création, dans la clandestinité et au village. Maintenant, quand l'UDPS pense que depuis 1982, quand il a été créé, nous sommes en 2015, je ne sais pas si les gens essaient d'examiner combien d'années ça vaut et quelle a été la contribution de l'UDPS dans l'histoire de ce pays. Parce qu'il y a la vision, mais il y a aussi la pratique. Et moi, je suis en train de croire que la dernière chance de l'UDPS joue sa dernière chance. Et l'UDPS ne va pas nous faire croire qu'il est le plus fort que l'impair. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale, nous avons un Sénat. L'impair n'a aucun député au sein de l'Assemblée nationale ni au sein du Sénat. Donc, les années qui viennent, si les amis de l'UDPS, moi, Félix Tshisekedi, c'est un ami, s'il ne saisit pas la balle au bon pour jouer en dernière minute son jeu pour être utile à la nation, avec ou sans lui, ce pays continuera à exister. Et ce qui est aussi vrai, et que nous exagérons et nous demandons trop au patriarche Tshisekedi. C'est-à-dire quoi? Tshisekedi a donné le maximum de lui-même. Qu'est-ce que nous voulons encore de lui? Madame, j'ai dit que j'ai adhéré à l'UDPS en 1982. J'avais 23 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Dans 3 jours, le 5 décembre, j'aurai 56 ans. En 1960, le 5 septembre 1960, quand Mobutu prend provisoirement le pouvoir, Tshisekedi était parmi les commissaires généraux de ce premier gouvernement de 1960. De 1960 en 2015, nous avons combien d'années? C'est à peu près 65 ans. Lui-même en 60. Et cela signifie que comment je peux dire, que vous maîtrisez le mode de fonctionnement de l'UDPS? Non, non, je suis en train de dire que ceux qui pensent que vraiment tout ce qui se décidera dans ce pays dépendra de Tshisekedi. Je dis que Tshisekedi a donné le minimum et le maximum de lui-même. Il ne lui reste presque rien comme énergie. Nous voulons de quoi encore de Tshisekedi, sincèrement? Si les Félix Tshisekedi, si les Kapika et les autres de l'UDPS ne veulent pas profiter de ce moment précis, des caprices de l'histoire, pour essayer de se racheter par rapport à tous les ratés
que l'UDPS a connu pendant plus de 33 ans, je crois que nous ne pouvons que lui souhaiter que belle mort. C'est tout. Et quand l'UDPS dénie au chef de l'État le pouvoir de convoquer les dialogues, cela ne va pas nous emmener dans une sorte de blocage? Non. L'ONU ne s'est jamais substituée à aucun État. Ban Ki-moon, avant d'être secrétaire général des Nations Unies, appartient à un État qui s'appelle Corée du Sud. Donc, si l'UDPS pense que la RDC n'est plus un État, alors que la Somalie, qui est d'ailleurs, qui n'existe que de nom, alors que la Libye, alors que la Centrafrique, alors que le Burundi, alors que la Syrie ont encore un semblant d'État. Et nous, République démocratique du Congo, nous sommes mieux qu'eux. Donc ici, il y a un président de la République. Et nous voulons dire qu'en 2011, ce qui est vrai, avec les élections chaotiques, avec la CENI de Ngoï Mulunda, nous avions pensé que à ce moment-là, si l'UDPS avait saisi la balle au bon, c'était un conflit électoral qui devrait normalement se faire entre Kabila et Tshisekedi. Mais l'UDPS ne passe pas par 4 chemins. Elle est claire dans son préalable. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui convoque les dialogues et qui nomme un facilitateur. Non, l'UDPS, nous sommes habitués aux caprices de l'UDPS. Il fait monter le... D'ailleurs, c'est le pouvoir qui est allé ressusciter l'UDPS. L'UDPS représente quoi encore dans ce pays? L'UDPS doit comprendre qu'effectivement, l'histoire lui a donné beaucoup de temps. Et nous disons, comme l'UDPS donne encore un peu d'ouverture, cet État qu'on appelle la République démocratique du Congo, c'est un État indépendant. Nous sommes souverains. Il y a un chef de l'État ici. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas Tshisekedi et Kabila. Il n'y a que Kabila qui a prêté serment devant la Cour suprême de justice. Tshisekedi avait raté les deux à la fois. Il a voulu être en même temps président de la République bis, mais son vrai droit, à vrai dire, c'était d'être le chef de file de l'opposition. Mais il a raté les deux. Et sans l'UDPS, la présidence de la République. Ne pensez-vous pas que sans l'UDPS, le dialogue sera considéré comme les concertations bis? Nous ne sous-estimons pas la capacité de l'UDPS. Mais nous disons qu'à cause de l'UDPS, le pays ne va pas arrêter de survivre. Mais l'UDPS doit savoir que normalement, dans la vie d'un homme, et ça c'est ma grand-mère qui me l'a dit, un homme tourne au lit. Un homme tourne au lit. Quand le côté gauche est fatigué, tu peux te tourner au côté droit. Mais on ne tourne pas dans sa parole. Entre-temps, les G7 et la dynamique de l'opposition appellent à l'application de l'article 64 de la Constitution. Le G7 et la dynamique de l'opposition, je viens de vous dire tout de suite que le PGR a essayé de mettre une mise au point. Parce que nous tous, nous dépendons de la justice congolaise. Et moi, j'ai dit plusieurs fois, d'ailleurs, j'avais même oublié de dire qu'avant de commencer, je devais vous dire que depuis hier soir, j'ai lancé les proverbes du mois de décembre. C'est lesquels? C'est que les chimpanzés acceptent de se battre parce qu'ils comptent sur le gorille. Encore un autre proverbe qui vient s'ajouter sur la liste. Il faut que je le justifie. Des tant d'autres, Justin Bitakoura. C'est pour quelle finalité s'il vous plaît. J'ai donné le proverbe du mois depuis hier. Et partout on me recevra, je commencerai par là. Les chimpanzés acceptent de se battre parce qu'ils comptent sur le gorille. Vous savez ce que ça veut dire? Tout ce qui appelle à la violence, tout ce qui appelle à la destruction, tout ce qui appelle à l'insurrection, ce sont des chimpanzés. Ils comptent sur le gorille, parce que les chimpanzés n'ont pas de force pour se battre. Ils comptent sur le gorille. Tous ceux qui crient dans ce sens-là, c'est qu'ils comptent sur le sang des Congolais. Ils comptent sur le sang des Congolais. Si le sang des Congolais coule ici, Fayoulou gagne. Et tous ceux qui sont à la dynamique et tous ceux qui sont au G7. S'il n'y a pas de sang, tous perdent. Tous perdent, je vous le dis. L'Église catholique insiste également sur le respect du délai constitutionnel et rejette toute idée de transition. Votre réaction? Oui, l'Église catholique, un moment, j'avais un ami tout de suite qui me disait que je passe à la... On m'a pris un speech, je ne sais même pas c'était à quelles circonstances, où j'ai donné mon point de vue sur la position de l'Église catholique. Alors un ami m'a dit non, pourquoi vous vous attaquez à l'Église catholique? Je ne me suis jamais attaqué à l'Église catholique. J'ai dit seulement que la déclaration de l'Église catholique, je la considérais comme étant quelques lucubrations de quelques prêtres zélés qui, effectivement, au même moment que le pape François, qui est le chef spirituel de l'Église catholique, venait éteindre un feu que quelques capricieux, religieux aussi, en Centrafrique ont allumé.
D'autres prêtres voulaient allumer d'autres feux ici, où on appelle que le 16 février. Il faut qu'on aille endoctriner les gens, je ne sais pas, depuis les 8 camps, pour que le 16 février, quand ils seront endoctrinés, ils viennent tout casser ici. Non, moi je dis que même Sarkozy, tant que Hollande gardera ne fût-ce que 2 semaines de son mandat, personne ne peut s'attaquer à... Mais vous êtes sans ignorer que les manifestations publiques sont légales. Mais on ne peut pas dire que maintenant Kabila dégage. Alors qu'il est en plein mandat, personne ne peut le permettre, ça je vous l'ai dit. Alors, et moi je ne suis pas kabiliste, mais j'ai déjà dit au pouvoir. Il faut que je le répète, madame. L'envoyé spécial, s'il vous plaît, il faut que je répète. Ça c'est une question très fondamentale. J'ai déjà dit au pouvoir, et j'ai déjà dit même au chef de l'État, que l'Église catholique a été suffisamment frustrée. Il faut une certaine ouverture à cette Église catholique, parce qu'elle n'est pas n'importe laquelle, et elle a quand même quelque chose à contribuer. C'est ce que je dis que, en dehors des capricieux qui sont aussi à l'Église catholique, mais l'Église catholique a droit à contribuer parce qu'elle a un rôle à jouer dans ce pays. Et c'est le message que vous lancez à votre base? Oui, c'est le message que je lance à toute la nation congolaise. Et j'invite à la jeunesse congolaise qui me suit tout à l'heure de savoir que d'ailleurs, nous sommes en train de comprendre que la dynamique, que ce soit la dynamique de l'opposition, que ce soit la dynamique du G7, ce sont les mécontents de chez Kabila et ce sont les mécontents des concertations nationales. Ça n'engage que vous, qui n'ont pas été retenus dans le gouvernement de cohésion nationale. L'envoyé de Ban Ki-moon rencontre majorité et opposition. Pensez-vous qu'il sera à même de convaincre les anti-dialogues à pouvoir réintégrer les processus? Non, moi je me dis que, comme disait Martin Luther King, le monde est ma maison. Et nous aussi nous disons, la République démocratique du Congo est notre maison. C'est lui qui pense que suite à sa gourmandise politique, il faut que la maison brûle, nous le disons net. Même si vous êtes 10 enfants, le papa n'a laissé qu'un seul toit. Parce que vous voulez aller en Europe. L'autre voudrait que non, moi je voudrais faire le commerce. Maintenant, d'autres disent non, au lieu qu'on vende la maison, il faut qu'on la brûle. Nous allons dire non, au lieu de la vendre, au lieu de la brûler, il faut plutôt la vendre. Et la RDC, on va la vendre à quel prix? Donc chacun de nous, quel que soit ce qui nous anime, nous devons savoir que nous tous, nous passerons. La République démocratique du Congo restera. Lumumba est passé, Mobutu est passé, Mzee est passé, moi Bitakwira je passerai, Kamere passera, Fayoul passera, Ingele passera, Tshisekedi passera, Félix passera, nous tous nous passerons, même Kabila passera, mais ce pays restera. Et il faudra que personne n'appelle à ce que ce pays brûle. Le Burundi brûle, la Centrafrique brûle, la Libye brûle, la Somalie brûle, la Syrie brûle. Nous savons que ces gens, dans ces pays-là, on préfère vivre en enfer que vivre dans ces pays. Justin Bitakwira, quel doit être le profil des animateurs qu'on a nommés il y a peu, les animateurs du comité préparatoire et de la comédiation, à votre avis? Non, moi je crois que si la désignation des membres du comité préparatoire se fait dans le laxisme auquel nous sommes habitués, ça sera le premier échec du dialogue en vue. Il faudra que le comité préparatoire soit animé par des hommes crédibles, par des hommes qui ont un certain sens de responsabilité. Il faudra que le pouvoir fasse une certaine ouverture, que l'Église catholique joue un rôle dans ces comités préparatoires, différentes confessions religieuses également, certains opérateurs politiques, pour que effectivement ces comités soient à la hauteur d'aller vers les uns et les autres, ceux qui sont réticents au dialogue, à leur démontrer que nous n'allons pas au dialogue, pour aller proclamer Kabila député à vie et de président à vie, alors qu'effectivement nous voulons seulement aller mettre le rail du processus électoral sur la rue, dans la rue, parce que vraiment ce processus a déraillé complètement. Et que dit-on de la grand-mère? Elle menace maintenant tous ceux qui veulent entraîner en quelque sorte les chaos. Non, ma grand-mère n'autorisera personne. Et puis nous disons que la grand-mère a dit aucune goutte de sang ne sera versée. Parce qu'il y a des gens qui se sont enrichis hier, il n'y a même pas 3 mois, il n'y a pas 6 mois, il n'y a pas 5 ans, que Kabila a enrichi. Ce sont eux qui ont fait ce pouvoir. Ce n'est pas dans 3 mois ou dans 5 mois qu'ils vont commencer à dire que ce que nous vivons, c'est l'œuvre de Kabila seul, alors qu'eux aussi ont pris part. Et nous ne voulons pas qu'ils disent que 3 mois dehors du pouvoir, c'est trop. Il faut qu'il y ait au moins 2000 morts pour que demain encore je revienne récupérer le poste que j'ai perdu.
eux aussi peuvent attendre même pendant 20 ans. Et après la sortie de votre regroupement politique, avec Steve Mbikaï, on ne voit plus les fautes, on n'en entend plus parler les fautes. Qu'en est-il? Les fausses d'épée? Justement. Non, les fausses d'épée opèrent. Oui, je vous dis qu'en me suivant comme ça, je ne suis pas seul. Je les salue d'abord, tous les membres des fausses d'épée, tous les membres de l'opposition nationaliste et tous les membres de l'opposition citoyenne. Ils me suivent. Ils savent que c'est nous aujourd'hui les défenseurs de la République. Le bien, c'est le bien et le mal, c'est le mal. C'est ça notre force. Et à Ouvira, votre fief, vos électeurs sont-ils d'accord avec vous, non, avec votre idéologie? Ouvira, c'est qu'à travers moi et les autres, Ouvira n'est pas stérile. Ouvira se fait entendre sur la scène politique nationale. Pas seulement à travers moi-même, il y a d'autres qui viennent d'Ouvira, qui sont très connus et ils sont en train d'agir d'une manière ou d'une autre. Espérons que Justin Bitakwira se fasse entendre sur toute l'étendue du territoire national et pourquoi pas ailleurs. Madame, messieurs, voilà qui met un terme à cette premier entretien avec Justin Bitakwira. Je rappelle qu'il est chef des files de l'opposition citoyenne. Avec lui, on a parlé dialogue et ainsi que ses enjeux. Voilà, nous allons devoir marquer une toute petite pause. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau notre deuxième et dernier invité.